les océans abritent une immense famille d'animaux dotés de capacités extraordinaires. Pour comprendre l'explosion démographique de ces animaux, qui ne ressemble à aucun autre sur Terre, il faut pénétrer dans leur univers, dans leur intimité. Certains disposent de 8 bras, garnis de nombreuses ventouses, de 3 cœurs, qui pompent un sang bleu semblable à celui des scorpions et des araignées, et même de 9 cerveaux. Un principal dans la tête qui analyse et préside, et un à la base de chaque bras, qui leur permet d'être autonomes. Ce sont les pieuvres, également appelées poulpes. En plus des 8 bras, d'autres sont dotés d'un os interne qui contrôle leur flottabilité et de 2 tentacules dépliables pour attaquer leur proie. Ces caméléons des mers peuvent changer non seulement la couleur, mais aussi la forme de leur corps, grâce à des millions de cellules particulières appelées chromatophores et papilles. Elles leur permettent notamment de se camoufler, de devenir invisibles. Voici les seiches. Enfin, d'autres possèdent 8 bras, 2 tentacules et surtout des yeux immenses. Ils leur servent à détecter des subtiles variations de lumière, même dans la pénombre. Ce sont les calmars. L'anatomie des céphalopodes est donc particulièrement adaptée pour chasser de jour comme de nuit. Notamment une de leurs proies favorites, le crabe. Pince contre tentacule, le scénario n'est jamais écrit d'avance. Mais quand les ventouses parviennent à saisir la victime, celle-ci n'a aucune chance face au redoutable bec des céphalopodes. Il est capable de broyer les carapaces des proies les plus coriaces. Or, au cours de leur évolution, certains céphalopodes ont quitté les abysses et envahi les littoraux. Plus accessibles, ils nous permettent de mieux les étudier, de comprendre leur conquête de l'ultime frontière, la surface, dernière étape avant la terre ferme. Fernando de Noronha, une île volcanique au large du Brésil. Le paradis des crabes s'allie pieds légers. Ils affrontent quotidiennement les colères de l'océan pour se nourrir. Bien qu'ils respirent de l'eau, ils passent le plus clair de leur temps à l'air libre. Ces crustacés ne vivent que sur une étroite bande de littoral entre marée haute et marée basse. Ils stockent l'eau de mer dans leurs branchies pour mieux déambuler sur les roches émergées. Ils évitent soigneusement de s'immerger. Et ce, pour une bonne raison.
Le poulpe des îles. Le cauchemar des crabes. Ce prédateur astucieux se camoufle dans les mares découvertes par la marée descendante pour surprendre sa proie favorite. Le crabe doit parcourir un dédale de roches et de flaques avant d'atteindre son garde-manger, des algues vertes, qui ne poussent que sur les zones découvertes à marée basse. Les poulpes des îles dévorent jusqu'à 3 fois leur poids par jour. Pour un adulte, c'est l'équivalent de 15 crabes. À l'étal de basse mer, les survivants trouvent enfin sur les têtes de roche les algues vertes et le répit tant espéré. La trêve est de courte durée. Après seulement 30 minutes, la marée remonte. À nouveau, les crabes évitent de s'immerger, car le flot amène un autre monstre marin. La murène catenulée. Une machine à tuer les crabes. Sur chacune de ses mâchoires, ce poisson en forme de serpent dispose de 2 rangées de dents pour mieux broyer les carapaces. Son odorat exceptionnel lui permet de détecter d'infimes odeurs dissoutes dans l'eau de mer, comme celles laissées par ses proies.
Les murènes à marée montante, les pieuvres à marée descendante. Poissons et céphalopodes se partagent les mêmes ressources alimentaires. Le microcosme de l'île de Fernando de Noronha symbolise une rivalité cosmopolite. Car dans tous les océans du monde, céphalopodes et poissons sont en compétition pour les mêmes proies. Ainsi, enlevez les poissons, vous offrez plus de proies aux céphalopodes qui peuvent plus facilement atteindre l'âge adulte, prospérer et se reproduire. La rivalité avec d'autres espèces évolue aussi sur les bancs de sable au large d'Anilao, aux îles Philippines. Ici, plusieurs espèces de céphalopodes prolifèrent malgré la présence de prédateurs et de compétiteurs, qu'ils soient poissons, pêcheurs ou touristes. Pour survivre dans ces déserts sous-marins, qui n'offrent quasiment aucune protection, ils ont mis en place des stratégies bien différentes. L'un d'entre eux exploite un cadeau de l'évolution qui le met à l'abri des prédateurs. La seiche flamboyante. Danger, céphalopode à chair toxique. Tel est le message ostentatoire transmis par ces couleurs écarlates. Chez les seiches, c'est un os interne qui assure la flottabilité. Mais chez la flamboyante, cet os est extrêmement réduit. Elle est donc contrainte de marcher sur le fond. Or, dans la nature, les prédateurs se méfient des animaux qui diffèrent de leurs proies habituelles. Et c'est bien le cas de la seiche flamboyante. C'est la seule seiche toxique, et c'est la seule à marcher sur le fond. Elle peut donc chasser en plein jour, en toute tranquillité. Ses proies habituelles sont de minuscules crevettes. À nouveau, ce céphalopode est en compétition directe avec des poissons. Ici, les sols. Mais la seiche dispose d'un atout majeur. Ses longs tentacules sont garnis de ventouses empoisonnées qui paralysent instantanément la crevette avant qu'elle ne l'ingère. Ce régime très nutritif lui permet d'atteindre l'âge adulte en moins de 6 mois. Avant la fin de leur première année, les femelles pondent une centaine d'œufs. Avec peu de prédateurs, rien ne semble pouvoir freiner la prolifération de la seiche flamboyante. Sur les bancs de sable qui ceinturent les îles tropicales des Philippines, la plupart des voisins de la seiche flamboyante ont développé diverses stratégies pour éviter les prédateurs. En se camouflant, en s'enterrant ou même en s'habillant. La pieuvre noix de coco tire son sobriquet de sa manie d'utiliser les coques de noix de coco sectionnées et abandonnées par les hommes. C'est le seul invertébré marin à utiliser des outils. Est-elle sûre d'avoir choisi la meilleure moitié de coque? Finalement, la première était la bonne. Certes, cette coque constitue une piètre cachette. Mais elle suffit pour surprendre les crabes en maraude.
Pour évoluer à découvert, cet igloo en bois sied tout juste à ses 8 bras et à ses pérégrinations. Cette autre pieuvre noix de coco n'a pas eu la chance de récupérer une coque. Elle se fait vite repérer. Suivons sa quête d'un affût. Pour se camoufler, elle peut évidemment s'ensabler. Mais elle est alors condamnée à l'immobilité. Pas idéal pour une chasseresse qui cherche à dévorer 3 fois son poids en crabe par jour. Autant continuer de chercher à se vêtir d'objets glanés au gré de ses déambulations. Problème, la nuit, toutes les bonnes coques sont prises par des congénères. Elle devra donc attendre le lever du jour. Au petit matin, alors qu'elle se prépare à reprendre sa quête, un trouble fait vient contrarier ses plans. Le poisson-ballon Pyjama. Malgré sa forme d'oreiller et son air innocent, cet insatiable poisson diurne est en quête de quelques bras à sectionner avec les 4 dents aplaties qui ornent ses puissantes mâchoires. Dès qu'il a le dos tourné, la pieuvre part chercher un camouflage qui fera également office de bouclier. Tiens, des coquilles de palourde. Et pourquoi pas? Vu l'urgence, on ne va pas rechigner. Bien avant que les hommes ne sectionnent les coques de noix de coco, les pieuvres utilisaient les boucliers calcaires de leurs lointains cousins mollusques, les coquillages. Mais l'appétit vorace de la pieuvre noix de coco la condamne au nomadisme. Alors, pour ne jamais être prise au dépourvu, elle voyage avec ses bagages sous les bras. Son appétit n'a d'égal que sa soif d'essayer de nouveaux outils. Par chance, les hommes ont abandonné dans leur sillage un détritus qui mérite d'être recyclé. Une boîte de conserve. Contre les mâchoires du poisson-ballon, elle protège tout le corps de la pieuvre. De guerre lasse, le prédateur malchanceux passe son chemin. Évidemment, cet abri cuirassé crée des jalousies et mérite d'être défendu bec et ventouse. La pieuvre noix de coco conserve la propriété de son palais rouillé. Par essai et erreur, elle a appris que c'était la meilleure protection possible. Dans la nature, la course aux armements est une des clés de la survie. Les proies des poulpes ont elles aussi conçu d'étonnantes protections. Mais même si ce crabe d'Oripe vit une surprenante relation symbiotique avec un oursin venimeux qui lui sert de garde du corps, il ne dispose pas des capacités cognitives des céphalopodes qui sont comparables à celles de certains mammifères. Celles-ci leur permettent de s'adapter rapidement aux changements de leur environnement, notamment ceux créés par l'homme. Plasticité des comportements, de facettes de l'intelligence de ces redoutables chasseurs. On vient même de découvrir qu'un cousin du poulpe noix de coco
est doué de capacités de tromperie. Pour survivre dans les lagunes de sable des Philippines, ce céphalopode, qui n'a été découvert qu'en 1998, a mis au point une étonnante stratégie. La pieuvre mimétique. Avant de mimer, elle observe. Ainsi, celle-ci a longuement scruté une rascasse volante dont les nageoires abritent un puissant venin. Sa coloration, sa forme et ses rayures sont aisément reconnaissables et semblent mettre en garde ses prédateurs potentiels. Quand elle quitte son terrier, la pieuvre mimétique va ensuite imiter ce modèle pour se protéger des maraudeurs, comme le requin citron. Plutôt que de se cacher derrière des boucliers, cette pieuvre se montre. Son répertoire ne se limite pas à la rascasse volante. Après avoir épié les autres animaux qui peuplent son univers, comme ici la crevette menthe, la pieuvre mimétique coordonne non seulement les couleurs de sa peau, mais aussi les positions et mouvements de ses bras pour les imiter. Tiens, voilà une sole venimeuse. Elle nage vite en ondulant. Regroupement des bras, aplatissement du corps, ondulation, accélération. La voilà, sole. Un tricot rayé à la morsure mortelle qui serpente sur le fond. Facile. Elle s'enterre et laisse dépasser un bras. Une ophiure totalement indigeste? Il suffit d'arrondir ses bras et de les relever au-dessus de la tête. Au total, c'est une quinzaine d'animaux que la pieuvre mimétique est capable d'imiter. Pour cela, et comme tous les céphalopodes, elle peut compter sur son cerveau dont 2/3 du volume sont occupés par des lobes dédiés au sens de la vue. Ces animaux sont parvenus à une forme d'intelligence par d'étranges chemins. Non content d'être dotés d'un génome de taille comparable à celle d'un humain, la plupart des céphalopodes peuvent, comme cette pieuvre aux anneaux bleus, en réécrire en un éclair de nombreuses séquences. Une capacité extraordinaire qui se transmet de manière héréditaire d'une génération à l'autre. Cette stratégie éditoriale, propre aux céphalopodes, aurait favorisé la complexification de leur cerveau qui compte 3 fois plus de neurones que celui d'une souris. Elle leur permet aussi de s'adapter à des changements rapides de leur environnement, comme par exemple le réchauffement et l'acidification des océans. Mais les céphalopodes ne sont pas invincibles et peuvent être sérieusement impactés par la pêche industrielle. Dans le golfe de Spencer, en Australie, une espèce a même failli récemment disparaître. La seiche géante d'Australie, la plus grande seiche du monde. Elle peut atteindre 1 mètre de long et peser plus de 10 kilos. Pendant l'hiver austral, toutes les seiches quittent au même moment les profondeurs du golfe. Sans se nourrir, elles nagent pendant plusieurs semaines et se donnent rendez-vous le long d'un promontoire rocheux nommé Point Loli. Comment les seiches géantes parviennent-elles à se repérer? Mystère.
Mais elles se retrouvent toutes dans ce jardin sous-marin pour célébrer leurs amours. Les mâles sont reconnaissables à leur couleur chatoyante et leurs immenses bras latéraux maculés de zébrures blanches. Les femelles sont plus petites, plus ternes, et leurs bras sont plus courts que ceux des mâles. Sur ce rivage, on trouve environ 10 mâles pour une femelle. Ces dames en profitent pour s'accoupler avec plusieurs partenaires. Durant l'accouplement, le mâle libère son sperme dans une cavité spéciale grâce à un bras modifié. La femelle y stocke les semences de ses multiples amants qui féconderont ses œufs. Sa progéniture héritera donc des gènes de plusieurs pères. Mais curieusement, les seiches géantes du golfe de Spencer ne se mélangent pas avec les autres seiches géantes d'Australie. Si elles sont assez nombreuses à se reproduire, le pool génétique est diversifié. Leurs descendants seront bien portants. Étonnamment, ils auront tous des regards différents. À défaut, trop de consanguinité entraînera des tares génétiques. En particulier, certains individus peuvent naître borgnes. Suivons le destin d'un jeune mâle borgne. Malgré sa cécité partielle, il va tenter de regagner la côte où il est né, il y a tout juste 8 mois. À cause de son handicap, il apprécie mal les reliefs. Il doit faire face à une sérieuse compétition. Sous chaque rocher se cachent de grands mâles âgés de 2 ans et parfaitement valides. Pour arriver à féconder une femelle, le jeune borgne doit repérer et garder en vue de son bon œil un couple isolé. Tel un paon, son premier réflexe est de montrer ses plus beaux atours à la femelle et de tenter d'impressionner son rival. Curieusement, ces animaux ne sont pas capables de voir directement les couleurs, mais on suppose qu'ils ajustent la focale de leurs yeux pour reconstituer une image colorée. Maintenant qu'il a capté l'attention des amants, le jeune borgne passe à la seconde phase de son plan. Il regroupe ses bras sous sa tête et se pare de couleurs ternes pour se travestir en femelle. C'est un échec. Son rival n'est pas dupe. Alors il relève ses bras et exhibe à nouveau ses plus belles couleurs de mâle. Dans le langage corporel des seiches, ce trublion menace ouvertement son rival tout en aguichant la femelle. A-t-il enfin produit son effet? Oui, visiblement. Il a contrarié son aîné. Bingo! La femelle va chercher un autre amant. Et pourquoi pas lui? Les aventures de ce jeune mâle borgne illustrent bien
à la fois la fragilité et la capacité de résilience des céphalopodes côtiers. Les stocks de seiches géantes du golfe de Spencer ont été divisés par 200. Ils ont été victimes de 2 décennies de pêche intensive dans leurs aires de reproduction. Leur diversité génétique a été dramatiquement réduite au point de voir apparaître des animaux difformes. Mais une décennie d'actions de protection dans l'aire de Point Lolu a permis à leur stock de se reconstituer. Aujourd'hui, les seiches régulent elles-mêmes leur population en se dévorant mutuellement. Affamé par des mois de jeûne, ce mâle maintiendra son étreinte sur son rival et fera bombance de ses chairs pendant plusieurs semaines. Quant aux tares génétiques, elles s'estompent progressivement à chaque nouvelle génération. Après 3 mois, la centaine d'œufs pondus par la femelle donnera naissance à des seiches immédiatement capables de chasser par elles-mêmes. Ces nouveau-nés ne connaîtront jamais leurs parents. Comme tous les céphalopodes, ils dépérissent rapidement après s'être reproduits. La plupart meurent, d'autres finiront dans les mâchoires des prédateurs opportunistes, comme ces otaries à fourrure. Présent des côtes australiennes à la mer Méditerranée, un autre céphalopode illustre les phénomènes complexes de dynamique des populations. Le calmar de récif à grande nageoire. Sa vie et sa physiologie semblent pousser à l'extrême les mœurs de tous les céphalopodes. Comme ses cousins, le traitement de sa vue occupe l'essentiel de son cerveau. Par contre, ses yeux sont proportionnellement les plus grands du règne animal. Quant à sa vie, elle ressemble à celle d'une rockstar. Il vit intensément et meurt très jeune. Il est programmé pour ne vivre que 9 mois. Le terme de sa brève existence semble improbable. Un jour, au petit matin, après 8 mois passés à dormir le jour et à chasser seul la nuit dans les profondeurs de l'océan, il gagne un récif corallien pour retrouver ses semblables et se reproduire. Pendant ces amours éphémères, il va révéler des talents de caméléon qui surpassent ceux de tous les autres céphalopodes. Les amants savent se rendre partiellement transparents. Ainsi, ils révèlent leurs glandes sexuelles situées dans leur bas-ventre pour montrer qu'ils sont matures. Pour communiquer, le mâle, reconnaissable aux multiples rayures de son manteau, est capable de changer de couleur plusieurs fois par seconde. Un autre record parmi les animaux. Son but, s'accaparer les faveurs d'une femelle qui nage toujours près des coraux. Elle est plus petite et ornée d'un manteau à pois. Avec un flash de couleur blanche, il exprime sa dominance aux autres prétendants.
Pour ne pas effrayer la femelle, il est capable d'une prouesse inégalée chez les céphalopodes. Envoyer simultanément un signal différent à la femelle et à ses concurrents. Un côté rassure, l'autre menace. Au total, il dispose d'un répertoire de 27 couleurs et textures différentes pour émettre autant de messages codés. Par exemple, pour exprimer sa domination lors d'une confrontation, un belligérant écarte et noircit ses bras tout en se parant de points noirs sur le rebord de ses nageoires. Ensuite, le vainqueur autoproclamé exhibe une robe plus sombre que celle du vaincu. Quand il peut enfin s'isoler avec une femelle, le mâle doit d'abord observer la couleur de son manteau pour s'assurer qu'elle est consentante. Si cette couleur ne change pas, il peut brièvement s'accoupler. Grâce au sperme de son soupirant, la femelle va fertiliser des centaines d'œufs et les cacher au cœur des coraux venimeux. Son géniteur la protège des avances des autres mâles, mais elle aura d'autres amants. Dans les dernières semaines de sa vie, elle va transmettre leurs gènes à plus de 1000 œufs. Ici, ils seront à l'abri des prédateurs, comme les carangues. En donnant vie à une abondante descendance en moins d'une année, les calmars du récif démontrent qu'ils peuvent être l'objet de pêches artisanales pour peu que leurs aires de reproduction soient suffisamment protégées. À l'instar de cette larve de poulpe photogénique, leur descendance ne connaîtra jamais ses géniteurs, morts après s'être reproduits. Nombreux sont ceux qui atteindront en quelques mois l'âge de la reproduction grâce à la raréfaction de leurs principaux prédateurs et concurrents, les grands poissons, victimes de décennies de surpêche. Aujourd'hui, même si d'autres prédateurs profitent de leur abondance, le poids de l'ensemble des céphalopodes présents dans les océans surpasse celui de l'humanité tout entière. La recherche sur ces animaux progresse elle aussi. On leur reconnaît aujourd'hui une forme de conscience, ainsi qu'une sensibilité à la douleur physique ou psychologique. En étudiant leur génome, les scientifiques ont également découvert que leur intelligence a suivi un chemin évolutif hors norme qui continue de se dessiner sous notre influence. Dans le sillage de chaque grande extinction de masse, les cartes du vivant ont toujours été rebattues. En pêchant les poissons sans aucune mesure,
les humains sont peut-être en train de préparer le règne des céphalopodes, aux grandes dames des crabes. Eux apprécient les céphalopodes plus morts que vivants.